Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retail Squad. Retail Squad est le podcast dédié aux personnalités du retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Pour ce nouvel épisode de Retail Squad, diffusé en deux parties, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Dauvers. Olivier Dauvers, bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour participer à ce nouvel épisode de Retail Squad. Olivier, vous êtes une figure notable dans le domaine du commerce et de la distribution en France. Journaliste, écrivain et spécialiste du retail, plus particulièrement de la grande distribution. Vous êtes aujourd'hui reconnu pour votre capacité à vulgariser des concepts complexes et à anticiper les évolutions du marché. Si je dois résumer, vous avez su vous positionner comme un acteur incontournable de l'analyse de la grande distribution en France. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel, de vos motivations, vos éventuelles figures inspirantes et comment vous en êtes arrivé à vous spécialiser dans le monde du retail? Donc, mon parcours a démarré par une formation qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui en apparence, puisque je suis ingénieur en agriculture. C'est-à-dire pas grand-chose en réalité en lien avec le commerce et la conso, si ce n'est que pour distribuer, pour commercer, il faut d'abord produire. Et finalement, au moins pour l'alimentaire, quand on est en agriculture, on est au début d'une chaîne qui va jusqu'au chef de rayon crèmerie chez Carrefour à Ponto Combo, par exemple. Mais j'admets que ça soit un petit peu loin. La manière dont je m'en suis rapproché, c'est via mon stage de fin d'études dans cette formation-là, où je suis allé dans une société d'édition qui avait des magazines agricoles et agroalimentaires et distribution. Et donc le hasard a fait que je me suis intéressé de manière très particulière à l'une de ces revues qui s'appelait Linéaire, où je suis resté après mon stage. J'y ai fait une carrière suffisamment épanouissante pour que j'en tire un bilan très positif. J'en étais rédacteur en chef assez rapidement. J'ai créé une autre revue qui s'appelle Rayon Boisson. Et puis en 2001, j'ai eu la conviction qu'il valait mieux être petit patron que grand salarié. Et donc j'ai monté ma petite boîte d'édition. Je suis un aficionado du terme petit en matière entrepreneuriale, parce que ma relation à l'entreprise n'est en rien un lieu de création de richesse et d'accumulation, ce qui ne me pose pas de problème quand les autres le décident, et c'est leur problème et pas le mien. L'entreprise est un lieu d'épanouissement permanent et permet à celui qui est le porteur du projet ou à ses coporteurs du projet, quand il y a des associés, ce qui est mon cas désormais, de périmétrer leur job comme ils le veulent eux et eux seuls. Et en réalité, la seule obligation qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est chaque année d'être légèrement au-dessus de la ligne de flottaison pour avoir le droit de jouer une année encore. C'est ce qui vous intéresse dans la notion de petite entreprise? Absolument. Parce que d'abord, je ne me sens pas les capacités pour gérer une grande entreprise. J'ai eu dans ma vie à gérer, notamment après Linéaire, où j'avais fait un premier passage sur M6, mais très rapide. J'ai eu à gérer des équipes de quelques dizaines de personnes et je suis mauvais. Voilà, je suis mauvais pour faire ça et surtout, ça me fait chier. Pour être clair, j'ai horreur de faire travailler les autres. Par contre, j'adore travailler, au sens produire, évidemment. Je préfère 1000 fois produire un post, un article, une photo, un livre, un film, une conférence, que sais-je encore, plutôt que de déléguer à quelqu'un de le faire, et même s'il me donne une commission qui m'enrichirait sans rien foutre. C'est un sujet avec lequel j'ai un peu de mal. La délégation, d'une manière générale, ceux qui bossent avec moi aujourd'hui le savent, et ceux qui ont bossé avec moi avant le savent aussi. Et donc, en réalité, j'ai des tas de défauts qui me rendent incapable de m'inscrire dans un projet normal dans une entreprise, de cadre, éventuellement de cadre sup, je l'ai été, des lacunes violentes sur ces sujets-là. Et donc, l'entrepreneuriat était une façon de créer mon boulot, mon job, mes missions, comme je le décidais en fonction de mon épanouissement d'un côté et de mes capacités de l'autre. Et quand on a compris ça, en fait, et ça, pour être passé dans une école jésuite, j'ai compris après coup qu'on me l'avait inculqué sans que je m'en rende compte, parce que c'est là où ils sont sioux, on va le dire comme ça. Et donc, en fait, j'ai compris un jour, il y a une vingtaine d'années maintenant, que l'entrepreneuriat pouvait avoir une vision patrimoniale, d'enrichissement, et voilà, j'ai pas de problème, mais aussi avait une autre vertu, qui est que ça permet de définir ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on sait faire. Donc, on élimine ce qu'on ne sait pas faire, et de ce qu'on aime faire, et on garde que ce qui fait plaisir. Résultat des courses, je sais que mes associés n'aiment pas que je le dise parce qu'eux, ils sont pas à 200% comme moi là-dessus. Ils sont un peu, évidemment, mais moi, je travaille jamais. Vous avez le sentiment de ne pas travailler? Ah, moi, je travaille pas. Je ne travaille pas. Donc si on fait le parallèle un peu avec l'univers du retail, vous aimez bien un peu le carrelage, hein? Oui, parce que ça me plaît d'être là où se passe la consommation, parce que la consommation, le centre d'intérêt que j'ai développé pour ça, c'est parce qu'en réalité, c'est la vie.
c'est la société, c'est la diversité de la société, dans toutes les couleurs de peau, tous les niveaux sociaux, toutes les appétences produits pour un qui aime ça, l'autre qui aime pas ça, et à un moment donné, il y a un produit qui marche, et puis 5 ans après, c'est plus le même, c'est un autre. Enfin, je veux dire, c'est la diversité de la vie se retrouve dans le commerce. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les analyses du commerce que je fais, et j'en vis pour une part évidemment depuis déjà quelques dizaines d'années, je mets toujours en première pierre de mes analyses la sociologie. Parce que la sociologie, c'est le socle de compréhension du commerce et de son évolution. Tant qu'on regarde le commerce que par des prismes économiques, financiers, techno, alors c'est utile, mais c'est pas suffisant. Et en tous les cas, c'est moins important que quand on regarde le commerce dans son approche socio. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que Leclerc est aujourd'hui la meilleure enseigne dans le commerce depuis une vingtaine ou même d'années. Pour faire simple, c'est parce que c'est celle qui, dans sa stratégie, met le plus de sociologie. Depuis toujours. Ah ouais. Je trouve que Michel-Édouard Leclerc, il n'est pas un sociologue de formation, mais il est un sociologue d'expérience et de temps. Ça fait 40 ans que ce mec-là passe son temps à observer la société, à comprendre ce que ça veut dire en termes d'attente, et ensuite à le retranscrire à la fois dans une dynamique collective qui est le réseau et la coopérative Leclerc, et dans le narratif de l'enseigne dont il a la charge. Moi, je suis stupéfait de voir que beaucoup de ses congénères n'ont toujours pas, à mes yeux, assez intégré la primauté du socio, de la sociologie, dans l'analyse du commerce. Et ça me passionne. Je suis assez d'accord avec vous. Ils font preuve d'intelligence situationnelle. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce terme de personnes qui développent une intelligence par rapport à des situations du quotidien. Justement, vous parliez de Leclerc. Est-ce qu'il aurait été une influence pour vous? Est-ce que vous avez subi des influences dans votre carrière? J'ai subi une influence presque philosophique d'Édouard Leclerc, le père, puisque j'ai de la bouteille, puisque j'ai 54 ans, et que j'ai commencé à travailler à 20 ans. Donc ça fait quand même, puisque j'avais un petit peu d'avance à l'école. Et donc j'ai été diplômé relativement tôt. Donc ça fait bien plus de 30 ans que je suis dans le commerce, et au début de ma carrière, jusqu'à sa disparition, j'ai eu à fréquenter souvent Édouard Leclerc, parce que le personnage était fascinant, à la fois par le rejet qu'il générait chez certains, en l'occurrence les fournisseurs, et par l'adhésion qu'il suscitait dans la société, avec entre les deux les politiques, qui à certains moments l'adulaient, et à d'autres le détestaient. Donc je trouve que cette position était quand même sacrément intéressante. Et j'ai déjà raconté ça plein de fois, mais je le fais avec grand plaisir. J'étais dans un avion qui nous ramenait d'une inauguration en Pologne, à Lublin pour être précis, avec Édouard Leclerc, qui nous ramenait en Bretagne, puisqu'à ce moment-là, ma base était rennaise. Et la conversation va sur est-ce qu'il a des regrets de ne pas avoir créé un réseau façon Mullier quand il est parti, puisque je vous rappelle qu'il a créé une coopérative. Ça veut dire qu'avec des compagnons de route, qu'il a aidé à monter des magasins sans que ces magasins lui appartiennent. Le seul effet bénéfique économiquement de tous les gens qui l'ont rejoint, c'est qu'ils amélioraient les conditions d'achat de l'ensemble et donc au service de chacun. Mais dans les faits, Édouard Leclerc n'a jamais possédé plus de 2 magasins. Lorsque Gérard Mullier, qui était venu le voir dans sa cuisine à Landerneau dans les années 50 pour essayer de comprendre le modèle Leclerc, lui, il est reparti de Landerneau en montant une boutique, en ouvrant des magasins, des dizaines de magasins, des centaines de magasins, qui au final appartiennent tous à une seule famille. Et donc, j'interrogeais Édouard Leclerc sur cette idée de, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret d'avoir monté quelque chose de coopératif et non pas quelque chose d'intégré? Et sa réponse a été de me dire de manière assez paternaliste à ce moment-là, mon petit gars, quand t'as 50 millions ou 500 millions, ça change pas ta vie puisqu'elle sera pas assez longue pour tout dépenser. Donc, autant qu'on soit 10 à avoir 50 millions. Parce que Édouard Leclerc n'était pas un philanthrope. Je ne sous-entends pas ça. Je sous-entends, et là, non, c'est même pas un sous-entendu, c'est une forme d'affirmation qu'il avait calculé, probablement de manière inconsciente, un niveau de patrimoine au-dessus duquel l'euro supplémentaire n'avait aucune utilité. Ça m'a influencé. Moi, je dis souvent, et j'assume que je ne veux pas vivre comme un prolétaire. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir et je travaille pour. Mais mon étalon du niveau de vie, que je partage volontiers, il n'est pas secret, c'est de me dire, si je décide ce soir d'ouvrir une bouteille d'Yquem, parce que ça me fait envie, je trouve que je suis fan de Sauternes, je veux pouvoir l'ouvrir sans réfléchir. D'accord, manger des pommes de terre, le reste. Voilà. Tant que je peux ouvrir une bouteille d'Yquem, ou pour faire plaisir à des potes, parce que seul ça va pas le faire évidemment, mais tant que je peux ouvrir une bouteille d'Yquem sans réfléchir aux conséquences de ce geste, j'ai assez pour vivre. C'est votre étalon. Oui, c'est mon étalon. C'est mon étalon du niveau de vie. Et avec ça, je roule dans une Citroën toute rayée, toute pourrie qui a 10 ans, et je m'en fous. Voilà. Mais
c'est pas une contestation d'enrichissement. Je suis pas France Insoumise Bien en sûr. vous disant ça, parce que j'assume l'idée de dire je veux une vie confortable et je fais tout pour. Et j'encourage ceux qui nous écoutent à travailler dur pour se payer la vie confortable qui leur va. C'est pas une façon de dire on doit tous être au SMIC. C'est pas confiscatoire ma logique. C'est juste d'avoir une vision étalonnée de ce qui constitue, pour chacun c'est différent, son bonheur économique et financier. Au-delà, ça génère de l'accumulation et de l'emmerdement. Moi, je veux pas d'emmerdement dans la vie, donc je renonce à l'accumulation. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Et pour terminer un peu sur votre parcours que vous nous décrivez, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, ou à certains moments de ces premières années, des vrais défis que vous avez eu à relever? Ah oui, il y en a eu un fondamental, c'est que en quittant une revue installée qui était linéaire, avec laquelle j'ai d'excellentes relations parce que c'est ma revue de cœur, mais je me suis lancé, je n'étais plus rien en fait. Vous êtes sorti de votre domaine de confort. Oui, Ouais. parce que quand on est rédacteur en chef de, alors on a beaucoup d'importance. En réalité, on se rend compte qu'on n'en a pas le jour où on quitte. Parce qu'en fait, voilà, c'était pas l'individu, c'était le titre. Et alors, je m'en doutais quand même un peu, et puis ça va, ça fait 23 ans maintenant. Ça m'a rien fait, de fait. Mais ça a remis le défi là où il était, c'est-à-dire, en fait, une feuille blanche. Et à ce moment-là, évidemment, ceux qui étaient dans la place ont surtout pas eu envie de voir quelqu'un d'autre émerger. Et moi, je me suis construit dans l'adversité du titre de presse principal, qui est la référence aujourd'hui pour laquelle j'ai à la fois de l'admiration, qui s'appelle LSA, pour être clair, parce que moi, j'ai pas de problème à le nommer. Dans le sens inverse, ils ont plus de mal, mais ça me va très bien. Ça nourrit l'adversité et l'envie de réussir. Mais c'est la référence historique de la presse pro-distribution. Voilà. Moi, j'ai lu tous les numéros depuis 58 quand ça a été créé. Je suis assez pour dire que je pense que je suis le plus grand lecteur historique de LSA. Donc, je n'ai aucune détestation pour ce magazine. Au contraire, de l'admiration pour le statut qu'il a. Et depuis le début, je ne rêve que d'une seule chose, c'est de constituer la petite plante qui pousse à côté, qui ne cherche pas à être plus grosse que l'arbre à côté duquel elle pousse, mais qui veut juste trouver son chemin de lumière pour exister. Et plus on me l'a refusé, plus ça m'a donné envie de me battre. Et c'était juste un défaut de psychologie majeur de mes concurrents, de ne pas voir que l'adversité me rendrait plus engagé et meilleur. De fait, alors on n'a pas les mêmes modèles économiques, il y a un magazine d'un côté, il y a un truc qui est très personnel de l'autre et qui est totalement multicanal. Donc il n'y a pas de collaboration? Non, on est très concurrents. D'accord. On est très concurrents. Mais moi, j'adore ça. Je trouve que la concurrence est extrêmement saine et les gens qui sont dans le métier de la grande conso doivent se réjouir d'avoir une concurrence LSA Dover, pour faire simple, parce que ça pousse chacun des deux, je suis pas en train de ne parler que de moi, ça pousse chacun des deux à se faire plus mal pour être meilleur. Oui, puis ça pose du contradictoire aussi, c'est toujours intéressant. Et accessoirement, comme on n'a pas ni la même philosophie, ni la même incarnation, ni les mêmes caractères, c'est absolument une bonne nouvelle pour l'écosystème. Et Dieu sait que je regarde de la presse pro dans des tas de métiers. La presse pro retail, elle est d'un putain de bon niveau, et ça s'appelle la concurrence, la base de ça. Moi, je dis merci à LSA d'exister, parce que je me ferais pas autant mal s'il n'existait pas. Pour savoir si eux me remercient, c'est un autre sujet. Moi, je le fais, mais sans problème. Maintenant, je souhaiterais qu'on aborde une autre thématique qui est votre vision du genre le savent, par votre notoriété, on vous voit quasiment tout le temps dans les magasins, vous appréhendez les choses depuis l'intérieur, en tous les cas c'est le sentiment qui en ressort, et de vos prises de parole et de vos contenus. À partir de là, comment décriveriez-vous le retail en France? Comme je donne beaucoup de conférences, ma vision et ma façon de l'exprimer est assez rodée. Nous sommes dans une époque que je qualifie de Big Bang commercial, dans le sens où se détruit un monde qui était très équilibré, qui a à peu près duré une quarantaine, une cinquantaine d'années, est en train de se recréer, de se reconstruire un monde qui durera, je ne sais pas combien, mais quelques décennies quand même. Et on est dans ce moment où quelque chose disparaît, quelque chose apparaît. Mais comme on l'a vécu dans les années 50 et 60, je n'étais pas là évidemment, et la majorité de ceux qui nous écoutent non plus, tout ça se fait sur une échelle de temps qui est lente et longue, parce que c'est très schumpeterien, c'est la destruction créatrice. Mais ça se fait pas le lundi soir, on arrête, tout disparaît, et le mardi matin, on reconstruit tout de manière différente. Non. Mais donc, on est dans cette époque-là. Pourquoi je dis qu'on est dans cette époque-là? Parce qu'il y a en gros 3 attendus de marché qui s'imposent à tous les commerçants et qui sont les moteurs de cette déstructuration, recréation. Le premier attendu de marché, c'est que le gâteau de la conso ne grossit plus. Et ça, c'est nouveau. Parce que la précédente révolution commerciale des années 60, en gros, elle s'est nourrie du fait qu'il y avait du vent dans les voiles et que tout le monde avançait, même les mauvais, mais comme ils avançaient, ils savaient pas qu'ils étaient mauvais. Il n'y a plus de vent dans les voiles, c'est l'attendu numéro 1. Le deuxième attendu de marché, c'est qu'une partie de la conso est en train de basculer du offline vers le online. Pas toute la conso, mais une partie. On est déjà à 150 milliards d'euros par an
Et évidemment que ça va durer. Alors le rythme baissera sans doute. Non, mais quand on regarde les générations qui nous suivent, peut-on se dire décemment qu'ils feront moins que nous là-dessus? Donc ce mouvement-là, il est installé et il va durer. Je dis bien, et je l'ai dit tout seul avant même une remarque, le rythme pourra changer, mais la direction non. Donc le deuxième attendu de marché, c'est une bascule offline-online, alors qui est différente suivant les catégories de produits, c'est pas égal partout, ok, certes, mais malgré tout, ça fait que le gâteau pour le offline, il se rétrécit, puisque globalement, il ne progresse pas, et une partie de ce gâteau quitte la table. Le troisième attendu de marché, c'est qu'on continue à accroître les capacités commerciales. Donc, alors que les capacités commerciales s'expriment en mètres carrés de magasins, en nombre de magasins, en amplitude horaire. Quand on a des magasins qui sont ouverts le dimanche matin, je pense aujourd'hui à 3 hyper sur 4, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était aucun ouvert le dimanche matin, c'est bien des capacités commerciales. Quand on voit l'arrivée du drive et qui a justifié chez Chronodrive, chez Leclerc ou chez Auchan la création de petits entrepôts, on a bien mis des capex sur la table, de l'investissement sur la table pour les créer, ça n'a pas fait grossir le gâteau global. Ça a au mieux dérivé de la part de marché. Donc quand vous additionnez ces trois attendus de marché, le gâteau qui grossit pas, une partie de ce gâteau qui bascule du offline vers le online et les capacités commerciales qui progressent, ben vous en déduisez de manière mécanique que le commerce est confronté à une baisse des rendements. Comme ça, il faut pas être intelligent. Moi, je le revendique. Faire agri, c'est faire l'école du fameux bon sens paysan. Et donc, les rendements commerciaux baissent. Dans ce métier-là, quand les rendements commerciaux baissent, qu'est-ce qui se passe? Les modèles économiques sont fragilisés. Quand les modèles économiques sont fragilisés, qu'est-ce qui se passe? Les plus faibles disparaissent. Ça s'appelle la vie. C'est comme en Afrique, quand il y a une sécheresse, les animaux les plus fragiles crèvent d'âge. C'est aussi con que ça. Et donc, on est en train d'assister à ce moment de destruction. Dans le textile, c'est assez fascinant. C'est flagrant. Mais même dans l'alimentaire, qui était un truc soi-disant résilient, Casino est tombé en une année. Et alors oui, dans l'immédiat, tous les magasins ont été repris. Mais moi, je mets mon billet sur la table. Je l'ai déjà dit et je l'assume. Auchan, Intermarché, qui ont repris en gros 90% de Casino, fermeront des magasins. C'est une évidence. Ils ne pourront pas tous les retourner. Parce qu'il y en a qui sont irretournables, parce qu'ils sont tombés trop bas en termes de niveau de rendement. Et donc, dans ces cas-là, on aura là encore de la destruction de mètres carrés. Donc, on est dans ce moment-là. Et comme en même temps, on voit bien émerger des nouvelles formes de vente, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, et bien voilà, on est pile dans cet entre-deux où on détruit ce qui était très stable, très équilibré depuis 50 ans, et on est en train d'écrire un nouveau chapitre. Quand on est observateur à ce moment-là, avec un peu de background, comme c'est mon cas, c'est quand même assez jouissif de vivre cette époque-là. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans, où en gros il suffisait de prolonger les courbes pour imaginer le futur. Aujourd'hui, le mec qui prolonge des courbes pour imaginer le futur, il est sûr d'aller dans la mauvaise direction. D'ailleurs, ce qui est étonnant par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en y pensant, là, j'ai vécu quelques années aux États-Unis et c'est vrai que sur un marché comme les États-Unis, qui est plus grand que celui de la France, il y a finalement pas tant d'enseignes que ça. Alors, il y a une différence fondamentale entre la France et les États-Unis, c'est que aux États-Unis, l'urbanisme commercial est plus débridé, moins encadré qu'en France. Donc, ce mouvement où les plus faibles tombent, repris par des plus forts, qui du coup deviennent plus forts, et donc un écart encore plus important par rapport aux faibles, et ainsi de suite, ce mouvement-là n'a pas été freiné par la régulation de l'urbanisme commercial. La France, depuis 1973, et la loi Royer, est un pays dans lequel on a encadré, pour des raisons qui sont là, c'est pas le sujet du jour, et donc en réalité, c'est beaucoup moins facile d'ouvrir des mètres carrés, donc de tuer le concurrent d'en face, alors qu'aux États-Unis, c'est finalement très facile. Donc en réalité, cette forme de libéralisation de l'urbanisme commercial, ou de liberté supérieure, a raccourci l'échelle de temps de cette transformation-là, de cette destruction-là. Et donc, ça a façonné des groupes, alors pas en alimentaire, plutôt en non alimentaire, où il y a beaucoup plus de groupes très gros et très peu de petits. Vous venez d'écouter la première partie de ce nouvel épisode. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour la suite de cet échange passionnant avec Olivier Dauvers.